Tu vas où Fatou? En partenariat avec la Fondation Syndicat Dokolo, soutien de l'art contemporain africain. Mais c'est un truc de malade, mais j'hallucine. T'es pas sérieuse là? Fatou, franchement, t'as quoi, t'as dit? Mais non, elle a pas dit ça. Mais grave. Faut pas la laisser dire ça. Tu vas où Fatou? Présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. En tout cas, on l'a attrapé, on l'a attrapé, il est revenu, Africaine, bonsoir, nous sommes mercredi 3 janvier 2018, il est 22h à Paris, bienvenue dans votre émission Libre Antenne, tu vas où Fatou? Vous êtes sur Africa numéro 1, Africa number 1, c'est la première radio africaine puisque c'est votre radio. C'est Valentin qui est avec nous ce soir, qui réalise l'émission jusqu'à 23h, salut Val. Salut Fatou. Bene. Bien, et toi? Ouais, cool. Bon, oui. On va où ce soir? J'entendais dire qu'il y avait un invité très spécial. Vie privée, vie publique, et c'est peu de le dire, hein, puisqu'on reçoit ce soir un grand monsieur, n'est-ce pas, avec qui on va essayer de comprendre comment remonter la pente après être tombé de haut, de très haut. Alors amitié, amour, relations humaines, déception, tentative de suicide, dépression, folie, psychiatrie, guérison, rédemption. En tout cas, ça y est, il est là, il est de retour et on est bien content. Il s'appelle Master, anciennement Despo Routi. Et il revient de loin, de tellement loin. Et il est surtout notre invité ce soir. Il répondra à nos questions, à vos questions au 01 55 07 58 00. On va voir avec lui comment remonter la pente après être tombé de loin, de très loin, de haut, de très haut. Comment on revient après tout ça? Vas-y, Val. Tu vas où Fatou? Présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1. Despo Roots, mauvaise graine dans ta vie. Sur la jambe, à la base je suis un bosseur. Arrêtez les fouilles musclées, bande de chiens de vos sœurs. Arrêtez de montrer sur tes pas des perquisitions avec nos mères en pleurs. Sinon on fera toujours des clips anti-flics, c'est mort. Tu m'identifies, tu ce bambou là, ça. Tu cités HLM, un peu ça. Lève ton poing en l'air, connard. Arrête de postuler pour être contrôleur au CRS, genre t'as pas le choix. C'est chaud ma gueule. Tu mets des amendes à nos mamans noires et arabes qui souffrent pour nous faire grave. Sers pas la main trop duc, t'es tordu, je suis sûr. Tu vendrais ta grand-mère pour 1300 € brut. Ma soeur arrête le rap, c'est pas de la prophétie. De rapper sur 3, galère pour s'acheter un protège-slip. En plus de bien rimer, pour que ça paye, faut être blanche. C'est un gros tube et tu feras peut-être 100 000 ventes. Décoller les posters, Scarface. Fils de pute, engraine les petits de la tête. Toutes les sensations que ta meuf te donne avec son clitoris. Dois pas t'aveugler sur un fidèle qui crie. Arrêtez ce bordel, putain de merde. Arrêtez les joints dans les halls, les gars, ma daronne qui passe. Arrêtez les viols. M'avez rendu violent avec vos films d'action. Arrêtez les scènes de cul pour mes petites sœurs. Arrêtez bouche avant les braqueurs. Oubliez pas de Mélodie Chirac après son mandat. Soyez juste, arrêtez les préférences ethniques dans les boîtes d'intérim, les boycotts. Ah, ben voilà, on se souvient, on s'en rappelle. 01 55 07 58 00, retour sur Africa numéro 1, il est 22h07, on était en train d'écouter Despo Routi, Arrêtez, le titre Arrêtez, sorti jadis, il y a jadis, quand il était jeune, frais, quand il était un petit garçon, avec la morve qui sortait du nez, et qu'il était très énervé, voilà, hein. Il est là, ça y est, enfin, il est avec nous, enfin, on l'a récupéré. Bonsoir Despo Routi. Bonsoir. Bienvenue à toi, bienvenue chez toi, bienvenue à la maison, Merci bienvenue beaucoup. dans Merci ton beaucoup, Grande Fatou. refuge. Merci beaucoup. Bienvenue à Africa numéro 1. Alors, bonne année, hein, blablabla, j'ai envie de te dire, santé, amour, gloire et beauté, flouze. Longue vie à nous, agréable vie, longue agréable. Voilà, je suis très heureuse de te savoir ici ce soir avec nous. La première question que j'ai envie de te poser, Despo, on dit que les fous d'aujourd'hui sont les génies de demain. Ça t'inspire quoi, cette phrase? Je sais pas trop parce que à l'époque, bon, c'était pas trop. À l'époque de ce morceau, par exemple, on me disait pas forcément fou, on me disait provocateur. Et ça doit faire peut-être 5-6 ans que cette étiquette de fou est scotchée sur mon front depuis ma première hospitalisation psychiatrique.
Donc ouais, le fou de 2011 ou 2010 et le génie d'aujourd'hui peut-être. Alors l'actualité africaine, l'actualité afro, hein, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui se passe en ce moment depuis quelques mois, le racisme ambiant, hein, qui monte, les rassemblements, Kémy Séba, le franc CFA, l'esclavage en Libye. Tu étais aux manifestations ? Non, j'ai pas été aux manifestations et d'ailleurs j'ai jamais été à une manifestation. J'ai toujours eu une autre approche qui consistait à regarder comment passer à l'acte autrement que de manière plus efficace pour moi. Parce que bon, c'est pas que ça va rien changer, mais aller crier dans la rue, c'est d'ailleurs autorisé, c'est d'ailleurs régi en fait, si tu veux, par l'État, et on leur donne des autorisations. Donc vous avez le droit d'aller crier, Donc, il y a un papier qui dit vous avez le droit de le faire. Et moi j'ai toujours réfléchi, et d'ailleurs j'ai toujours pas trouvé la solution de comment pouvoir agir de manière plus expéditive et plus concrète pour régler les problèmes qui nous touchaient sur ces questions-là. Alors tu fais comment ? Pour moi, il faut s'organiser. Il faut, en tout cas sur la question du racisme, de toute façon, je pense que il faut sortir de toute hypocrisie. Et ce sont les gens de tous les jours, les gens, y compris dans les sociétés, même si c'est pas évident d'aller voir ton patron et lui dire qu'un sale connard de raciste, parce que ça risque de peser un peu quelques jours après sur la fiche de paye. Mais il faut en tout cas rentrer dans une conception beaucoup plus honnête, beaucoup plus franche et beaucoup plus franche. Moi, j'ai toujours trouvé, parce que depuis le lycée, depuis mes premières années de lycée, j'étais très ami avec un Ghanéen, un jeune Ghanéen, et lui m'a toujours dit, et j'ai pu le vérifier par la suite, que les anglophones avaient une conception beaucoup plus concrète et beaucoup plus transparente en fait. Ça veut dire que les gens, par exemple, en Angleterre, c'est pas qu'il y a moins de racistes en Angleterre que en France, mais les Anglais, ils ont une conception des choses beaucoup plus concrète, et ce qui évite tout malentendu. Ça veut dire que, par exemple, on va prendre l'exemple d'un patron anglais qui veut embaucher un Africain. Il lui dira clairement, écoute, je suis pas fan de l'Afrique, de la nourriture sur ton palier, je veux de l'odeur de nourriture sur ton palier. Je veux pas que tu épouses ma fille, mais j'ai besoin de devenir riche et d'avoir des ouvriers, des employés compétents. Donc j'y gagne, tu y gagnes. Si tu es d'accord, bah rappelle-moi. Voilà. Donc pour moi, c'est bien mieux que le côté ah oui, t'es sympa, ah oui, tes trucs, machin, et derrière, bon, ouais, ils sont un peu, tu vois, ils sont un peu le riz, bon, voilà. Donc pour moi, il y a à prendre de la philosophie anglophone sur ça. C'est une des idées que j'ai depuis longtemps. C'est pas la seule, et à mon avis, on doit encore en développer bien d'autres, et je suis pas seul à penser à ces questions, et il faudra bien trouver une issue tôt ou tard sur ça. Et sur le franc CFA ? Le franc CFA, pour moi personnellement, en ce qui me concerne, ce n'est pas une question en fait sur laquelle je me penche. Moi, je me penche sur la question de la monnaie tout court, de l'argent, de cette espèce de dictature qu'a l'argent sur les êtres humains, Et le franc CFA, oui, peut-être que ça résoudrait quelque chose, mais est-ce que ça réglerait par exemple le fait d'avoir une monnaie africaine ou une monnaie, si on change, je crois que c'est la CAF, pas la CAF, hein, mais la monnaie africaine, le CFA, et après il y a d'autres monnaies en Afrique, mais est-ce que ça réglerait les problèmes de pauvreté, par exemple? Je suis pas sûr, tu vois. Au Zaïre, moi, je suis né au Zaïre, j'ai grandi jusqu'à l'âge de 10 ans, et il y avait une monnaie locale. Mais il y avait toujours des SDF, il y avait toujours des problèmes de pauvreté, il y avait toujours des problèmes d'inégalité. Bah, le problème, c'est, moi j'ai une autre conception des choses, c'est qu'on ne doit pas accepter que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. On doit tous le tirer vers le haut, et la phrase qui dit personne n'est parfait, bah ça nous conforte justement dans cette condition de personne n'est parfait, et du coup bah on s'enfonce. Alors qui es-tu, Despo Ruti? Qui sont tes parents? Pascal, on va t'appeler aussi, hein. Qui sont tes parents? D'où tu viens? Tu disais que tu venais donc du Congo. Ouais. Kin. Ouais.
exactement. Bah écoute, j'ai été élevé par une dame congolaise, donc zaïroise, commerçante, qui avait plusieurs bars. J'ai pas connu l'homme que je qualifierais de père, je l'ai pas connu, je l'ai vu une fois, je crois que je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans, et la fameuse mère me l'a présenté. Oui, voilà ton père, voilà ton père. Donc il a avancé vers moi, il a fait 2 pas vers moi. Moi j'étais un peu impressionné parce que je savais pas ce que c'était quoi, le sentiment d'avoir un père en face. Je voyais toujours mes amis du Congo Kinshasa au Congo Brazzaville parce que j'ai vécu dans les deux, moitié-moitié en fait. Et je l'ai eu, il m'a porté sur les genoux, il m'a posé 2 questions ou 3 peut-être. Oui, ça va à l'école, tu vas bien, ouais, ok, bon. Des sports routiers en fait, de ton vrai nom, Pascal Trésor Azou Zimba. T'es né le 26 juin 1982 donc à Kinshasa. Tu es donc un artiste rappeur, un grand rappeur, un rappeur conscient, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Merci. Un rappeur militant, connu pour tes nombreux titres et tes featuring que tu as fait entre autres avec Youssoupha, Dossier, Seth Gecko, Nesbill, Gizmo, pardon, etc. Mais donc tu as sorti 3 albums, 4 même je crois. T'en as sorti un en 2006, Les Sirènes du Charbon, en 2010, Conviction suicidaire, en 2016... Master, le fameux Master. Ouais. En 2016, il y en a 2 en fait, même d'ailleurs, je crois. Il y avait une petite mixtape, le Front Kick de Cantona. Voilà. Ensuite, il y a eu Le Cœur dans les mains en 2017. Et là, fin 2017, c'est Dr Sophie Saïd. Voilà, donc ça, c'est ton dernier album qui est sorti quand là le 21 décembre. Le 21. Mais alors, donc du coup, Dr Sophie Saïd qui sort là maintenant. Alors en fait, j'ai envie de te poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Pourquoi parce que là, tu as commencé en nous racontant ton histoire avec ton père que tu n'as pas connu. Tout de suite, tu as été dans cette direction. Donc là, j'ai bien l'impression que ça, c'est un point qui a fait partie en fait, de ta chute, en fait, de ta descente Descente aux enfers. Descente aux enfers, on peut appeler ça comme ça, parce que ça a été loin, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, tu parles tout de suite de tes parents. Qu'est-ce qui s'est passé en fait qui tu es, en fait, d'où tu viens, de quelle ethnie, t'es arrivé quand en France, pourquoi tu parles tout de suite de ton père que t'as vu plus tard, en fait, on sait pas en fait. Raconte-nous un petit peu pour qu'on essaye de se capter. Voilà, moi du côté ethnie, ma mère m'a toujours dit que qu'elle était elle Mungwandi, donc c'est une ethnie Congo, au Congo on dit. Le père lui était Muyaka. Donc c'est les gens Kikwit, je crois qu'on c'est précisément Kikwit. Et donc après, c'est vrai que ça a beaucoup pesé parce que un enfant est un peu le résultat de son éducation, un peu pas toujours, mais en tout cas son vécu est un peu le résultat de son éducation. Donc c'est pour ça que j'en ai parlé et que du coup cet album qui est sur Dr Sophie Saïd, c'est l'album le plus personnel que j'ai fait. C'est quoi, pourquoi Dr Sophie Saïd? Parce que c'est ma psychiatre qui m'a prise en charge en 2010. Et j'ai eu 5 hospitalisations psychiatriques et ça a toujours été elle qui était là, qui m'a suivi. Donc au bout de la 3e, je crois, elle m'avait suggéré de voir, en plus du traitement chimique médicamenteux, de voir un psychothérapeute. Et c'est à partir de là que, en plus d'elle, ça veut dire qu'elle s'occupait de tout le côté, elle posait quand même des questions sur la vie, etc. Mais elle s'occupait vraiment du côté médical. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu t'es retrouvé on disait, voilà, Despo il faut, il est taré, il est malade, il a pété les plombs, il a oublié de prendre ses pilules. Qu'est-ce qui s'est passé? Tentative de suicide, il a voulu se jeter sous un train, il a voulu faire ci, il a voulu se suicider, il s'est coupé, il a pris un couteau. Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as pété un plomb comme ça? Et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu chutes comme ça émotionnellement, physiquement? Je me suis à un moment donné, parce qu'on te retrouvait plus, il y avait plus rien. Enfin, on te parlait, tu parlais d'autres choses. Tu prenais des médicaments, t'étais à moitié à la rue, carrément même à la rue. J'ai été à la rue pendant 3-4 jours en 2014 même. Avant une hospitalisation. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on tombe comme ça, qu'on chute comme ça, et comment on fait justement pour remonter? C'est d'ailleurs en fait la question de ce soir. Pour chuter, je pense que tout être humain a besoin d'un soutien, de quelque chose, et je crois qu'à partir de 2009, l'élément déclencheur a été en fait bizarrement d'apprendre que j'avais une fille en fait,
de 3 ans. En 2009, j'ai appris que j'avais une fille de 3 ans et ça a été un gros choc. Voilà, qui a un peu enclenché la descente aux enfers. Et après, il y a eu des problèmes de la vie que beaucoup de gens peuvent rencontrer, des problèmes sentimentaux, des problèmes financiers, perte de logement, difficultés dans la vie professionnelle et le manque de soutien, en fait. Le manque de soutien et donc une espèce de solitude à laquelle j'étais pas vraiment habitué. Et comme je suis quelqu'un d'émotif, ça veut dire que je prends très à cœur les choses. Et après, il y a quelque chose qui n'avait pas aidé à l'époque, c'était aussi la consommation de cannabis, de stupéfiants. Donc le côté très émotif a fait que j'ai eu une grande chute. Et surtout, il y a une chose qui a été plus responsable que toutes les autres, je pense. C'était une relation sentimentale qui était profondément destructrice. Ouais. Donc ça veut dire que même les rappeurs les plus énervés, les plus vénères comme on dit, les plus hardcore même comme on dit, ben même ceux-là peuvent être quoi comme on dit sujet à la dépression sentimentale. Oui, absolument. Absolument. Je pense que personne n'est à l'abri de ça et personne ne peut d'ailleurs se vanter de ne pas avoir d'amour. Les plus grands mafieux, les plus grands trucs, ils ont toujours une femme qu'ils aimaient à la folie et ils rasaient les murs quand ils rentraient à la maison avec elle parce que c'est leur moitié quoi. Et comme je dis, je crois avoir écrit ça dans mon livre, quand une femme est à moitié et il n'y a qu'à prendre un exemple simple physique, quand on nous coupe de la tête vers les parties génitales, on nous sépare, on meurt. On se sépare en deux, on meurt, on perd notre moitié, on n'est plus là, on est mort. Donc quand on donne notre cœur, on donne notre âme en fait à une personne qui a été choisie pour prolonger notre vie en fait d'une certaine manière, parce que quand on n'est plus là, nos enfants c'est la prolongation de nos intégrités. Quand ça se passe pas bien et qu'on a l'impression que cet être est en train de nous détruire et qu'on l'a détruit et que une espèce de relation comme ça qui détruit l'autre et qui nous détruit nous plonge en enfer comme tu as dit tout à l'heure. Voilà. Et donc on devient vulnérable. Profondément, je l'étais vraiment. Je n'avais plus la moindre force quoi. Pendant. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait une hospitalisation psychiatrique, même de 2 semaines, pour s'en remettre, c'est plusieurs mois. Donc moi, j'en ai fait de lourdes. J'en ai fait la première, elle a été, je crois, de 1 mois. J'en suis sorti complètement lessivé et d'ailleurs j'y suis retourné cette fois-ci pour quelque chose de plus grave que j'avais commis. Et là, j'y suis retourné en hospitalisation d'office. Ça veut dire c'est le préfet, la police qui a décidé. Et là, c'était une hospitalisation beaucoup plus lourde de 3 mois. Et celle-là, ça a été la pire, quoi. De 3 mois. Et quand j'en suis sorti, je crois que j'ai dû facilement mettre 3 ans pour m'en remettre. Alors, comment on fait pour remonter, en fait? Là, aujourd'hui, moi, je suis super contente parce que je t'ai croisé à un moment. Ouais. Et là, je suis super contente de te voir comme ça, d'arriver avec un projet, un bouquin, 2e bouquin d'ailleurs. En plus, tu as écrit des bouquins. Alors, comment on fait quand on chute comme ça pour remonter, pour se retrouver là assis comme ça, avec un sweat parce qu'on a dit, oui, alors Despo, il est rentré dans la religion, il met une kippa sur la tête, donc il est devenu juif. Donc d'ailleurs, ce soir, tu es avec ta kippa sur la tête, tu as un sweat qui c'est quoi, c'est quoi Israeli Defense Force. Ça veut dire forces de défense israélienne. Alors comment on se retrouve comme ça, comment on fait pour remonter quand on est tombé si bas et comment on se retrouve Despo qui avait un rapport avec la religion assez quand même très conflictuel, très dur. Conflictuel. Aujourd'hui tu te retrouves avec une kippa. Disons que moi j'ai toujours été agnostique depuis très petit, je crois que c'est depuis 7 ans. On m'a envoyé, la maman m'a envoyé au catéchisme, le premier cours, au bout d'1 heure, je voyais, il parlait chinois le mec pour moi, quoi. J'ai dit, j'arrive, je vais faire pipi, je suis jamais revenu, tu vois. Donc tout le restant de ma vie, non pas que j'ai nié la divinité, mais j'essayais de comprendre comment est-ce que cet être suprême pouvait laisser des choses très graves se produire, parce que moi j'ai eu des atteintes très graves dans ma vie étant enfant et même plus tard au niveau de la famille. Et voilà, ça a toujours été des questionnements comme ça. Et d'ailleurs, dans mon tome 1, je raconte en fait ce que moi j'appelle clairement la rencontre avec ce fameux créateur.
Voilà, je raconte cette rencontre et elle m'a suivi tout le long de ma vie, pendant mes années agnostiques qui ont duré presque 20 ans. Donc, il y avait toujours le côté, la religion, c'est problématique pour moi, je cautionne pas trop, pour moi c'est machin. Mais il y avait toujours la question, justement, ce qui explique aussi le concept d'agnostique, ça veut dire que la question du culte, tu es contre, mais la question de la spiritualité, de l'être supérieur, tu es d'accord avec ça. Donc à la suite, je crois que c'était en 2014 que j'ai eu ce que je peux appeler une connexion spirituelle qui ne m'a plus jamais quitté. C'est passé quoi? J'ai été à des cours d'un rabbin juste, que j'appelle moi un rabbin juste, qui explique tout simplement les choses qu'il faut faire pour avoir une connexion spirituelle, c'est-à-dire en fait converser en fait avec ton créateur en soignant clairement et profondément son comportement, son alimentation et toutes les choses de l'âme en fait, parce que souvent dans la spiritualité, le moment où les gens sont dans la question de l'âme, c'est au moment de pratiquer le culte, au moment de prier, au moment truc. Et moi, ce rabbin-là, c'était en fait, tu soignes ton comportement tous les jours, quoi. Tu n'as pas le droit de te mettre en colère parce que la colère est facteur de perte de raison. C'est une chose, par exemple, qu'on n'enseigne pas vraiment dans les autres cultes. On dit oui, il faut pas faire de mal, mais il y a des subtilités dans ça. Pour certaines personnes, faire le mal, un certain mal, pour d'autres, pour eux c'est grave, pour d'autres personnes c'est rien. Donc, je pense que c'est une certitude, il y a un créateur pour tout le monde. Et il ne peut pas y avoir, pour moi, plusieurs manières de se référer à lui. Et pourquoi tu as choisi cette religion? En fait, je les ai toutes essayées. J'ai tout essayé. Je crois qu'avant, je pense même que c'était en 2014 que je me suis, ou fin 2013, début 2014, j'ai essayé de me convertir à l'islam. C'est même pas j'ai essayé, je me suis converti à l'islam. Je ratais pas un seul culte. J'étais dans le 91 à la mosquée de Mon Conseil. J'habitais juste à côté, chez la sœur. Et j'y allais tous les jours, je ratais pas un culte, je faisais même les prières surérogatoires, j'ai lu plusieurs fois le Coran, etc. Et après, voilà, j'ai ressenti un besoin, sans rentrer dans les détails, de voir autre chose. Parce qu'il y avait pour moi des choses qui n'étaient pas, qui ne correspondaient pas à ma vision de la spiritualité. En fait. Et après, voilà, ce rabbin que j'ai vu dans le 11e à Goncourt, le Rav Grunstein, donner des cours d'ailleurs à tout type de personnes, ça veut dire tout type d'ethnie, tout type de nationalité. Il n'y avait pas besoin d'être proprement dit juif pour rentrer dedans, quoi. Il y avait tout le monde et il a été très juste, très gentil. Il a beaucoup écouté. Ça veut dire qu'il a été très aussi pédagogue, mais ça a été une très bonne oreille. C'est quelqu'un vraiment qui s'intéresse vraiment aux âmes des gens. Et je raconte dans ma vie pour pas spoiler les gens que dans mon livre, le livre 1, qu'est-ce qui s'est passé en fait, quels ont été les épisodes qui m'ont conduit à être convaincu de sa spiritualité et pas de la religion. Pour moi, la spiritualité et la religion, c'est deux choses différentes. Et c'est quoi les deux choses différentes? Par exemple, moi, tu vois, je vais pas à la synagogue. Je vais pas à la synagogue, il y a certaines fêtes que je fais pas, alors que la religion, proprement dit, le culte, les impose. Moi, j'ai une conception qui est spirituelle. Je sais ce qui est nécessaire, je sais ce qui est bon, et c'est ce que je fais. J'essaie de m'y tenir. Je soigne mon alimentation, je soigne mon comportement, je fais le bien autour de moi. J'y mets un point d'honneur à faire le bien autour de moi, et je pense y arriver. Et du coup, à la question comment remonter la pente après être tombé de très haut, tu répondrais quoi? Je dirais que là, c'est clairement ma spiritualité en fait qui m'a sorti du fossé. C'est clairement ça. Sans ça, ça aurait été compliqué. Je pense que comme il n'y a pas d'hasard, de toute façon, c'était prévu que je rencontre cet homme et que je me dirige vers cette voie. Et on va s'écouter un petit son, histoire de voir un peu ce que tu racontes aujourd'hui après t'être réfugié dans la spiritualité en fait. Donc c'est pas dans la religion mais dans la spiritualité en fait, ce qui est bien différent. Tu nous mets un petit son, Valentin? Le premier, c'est ce qui était prévu, le premier. Les plus belles roses poussent dans la merde, c'est ça? C'est exactement ça. J'ai une cicatrice sur le torse, je l'oublie quand j'ai mon bon peur.
Quand je me dévoilerai pour faire mon fils, ma moitié me rappellera qu'elle existe. Le son de l'amour et de la haine sont côte à côte. Dans mon couplet dans l'alphabet, les diamants sortis de la boue, les démons saignent l'amour. Les plus belles roses poussent dans la mer. J'ai une cicatrice sur le torse. Je l'oublie quand j'ai mon bombeur. Quand je me dévoilerai pour faire mon fils, ma moitié me rappellera qu'elle existe. Le son de l'amour et de la haine sont côte à côte. Comme mon couplet dans l'alphabet, les diamants sortis de la boue, les démons saignent l'amour. Les parents africains, ils te connent d'abord et t'expliquent après pourquoi. Ils t'interdisent des choses sans te dire pourquoi. Pourtant ils savent très bien que la curiosité va nous pousser vers les interdits. Pourquoi ne pas toucher le feu de nos mains juvéniles? Mais dites-nous pourquoi. Ils nous éclairent, nous extraient de l'obscurité annuelle. Maman, il te fait cuire mes plats préférés. Ceux qui n'ont pas de radiateur restent au chaud quand il fait froid à Noël. Si encore je suis au fond de la classe vers le chauffage, c'est que la maîtresse a dit que c'est grâce au fait que l'homme est sorti de l'état sauvage. Si tu me défends d'y toucher sans me dire qu'il brûle, ravage des forêts et tue des familles dans des incendies. Comment savoir qu'il est dangereux? Pourquoi le sortir de mes jeux? Tu me dis ne joue pas avec l'argent, il nous fait manger, les fourchettes sont en argent. Est-ce que les deux crèvent les yeux? Si tu m'éloignes du sucre, sans m'informer que le sucre fera de moi un lion sans dents qui mourra parce que le ventre vide. Maman, je finis par croire que tu m'éloignes injustement des plaisirs de la vie. Mon ascendant est mon or. Un lion sans dents est un lion mort. L'enfant n'est qu'un cabri qui peut suivre le troupeau jusqu'à sa perte. Les plus belles roses poussent dans la merde. Quand on dit enfant battu, ça signifie que c'est le parent qui a gagné chaque affrontement déséquilibré haut la main. C'est gore. Et si les défaites dessinent les chemins vers la victoire, les matchs truqués dégoûtent du sport. J'ai une cicatrice sur le torse. Je l'oublie quand j'ai mon bombeur. Quand je me dévoilerai pour faire mon fils, ma moitié me rappellera qu'elle existe. Le son de l'amour et de la haine sont côte à côte. Comme mon couplet dans l'alphabet, les diamants sortis de la boue, les démons saignent l'amour. Les plus belles roses poussent dans la mer. Maman, papa, pourquoi me faites-vous la misère pour m'expliquer les choses de la vie? Moi j'ai pas demandé à naître pour pleurer vos obsèques. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de dans l'horloge biologique? C'était chouette, vous avez baisé comme des fous. Maintenant je suis là, je suis pas vous de jouer. Vous m'avez mis au monde, j'ai rien demandé. Vous avez l'obligation de m'élever dans la transparence, la bienveillance, la patience, pas les coups. Vous n'avez pas montré que ma présence ou les directions que je prends vous casse les pieds. Je n'ai pas choisi de naître. C'est vous, papa. Pourquoi ces châtiments corporels? Pourquoi ces coups de ceinture? Tu crois que je suis ton esclave? Oh, tu m'imposes des affrontements déséquilibrés. Je ne peux ni vaincre ni riposter. Fiston, ne me mets jamais dans leur caveau. Et si j'ai le malheur de me plaindre, tu me frappes plus fort, plus longtemps. Mais t'es un monstre ou quoi? Oui, les boxeurs ne sont certes pas classés par catégorie d'âge. On les classe bien en fonction de leur poids. Moi et mes 7 ans face à tes 36 ans à toi, plus le poids de ta suprématie sous ton toit, je ne peux pas faire le poids. Que les ennemis te fassent mal, c'est logique, c'est bonne guerre, mais voilà, quand les humains que tu aimes le plus au monde t'agressent, tu es mort dans l'âme. Et est-ce qu'ils sont cruels pour dévitaliser le nerf de cette dent pourrie que sont les sentiments? Est-ce de la désensibilisation? 4 types d'hommes sont recherchés par les femmes, les savants, les mannequins, les riches, les guerriers. Qu'à cela ne tienne, on n'a pas les critères de beauté européens, nous. Pour plaire aux meufs au collège, on vend du shit et on te casse ta gueule. Le bébé est faible et dépendant, l'adulte fort, le vieux faible et dépendant. Retour à la case départ. Tu m'as inspiré plus de peur que d'admiration. Je t'enverrai te chier dessus à ton tour dans un hospice, tu vois. Je suis qu'un produit de ton éducation. Je fous le bordel dans le RER. Je suis un enfant du divorce, je suis moi-même une erreur. J'ai une cicatrice sur le torse. Je l'oublie quand j'ai mon bombeur. Quand je me dévoilerai pour faire mon fils, ma moitié me rappellera qu'elle existe. Le son de l'amour et de la haine sont côte à côte. Comme mon couplet dans l'alphabet, les diamants sortent de la boue, les démons saignent l'amour. Les plus belles roses poussent dans la mer. Alors comme ça, t'as une cicatrice sur le torse? Et réellement en plus, hein, j'en ai une vraiment pour de vrai en plus.
Qu'est-ce que tu nous racontes dans ce texte? J'ai entendu beaucoup, on a l'impression que tu t'adresses à tes parents, que tu parles de ce qui t'est un peu arrivé. T'es arrivé à quel âge? Tu parles d'éducation, de ce qui t'est arrivé tes parents. Comme si tu t'adressais à eux, comme si tu leur en voulais, comme si tu leur disais quelque chose. En même temps, je leur reproche quelque chose, et plus que le reproche, même c'est un constat, et surtout c'est en fait c'est l'homme qui a grandi, qui a compris, qui est aussi père et qui a refusé de faire, bien qu'étant africain en nationalité, en intégrité. Comme ceux qui m'ont élevé ont fait. Et c'est vrai que je m'adresse aux personnes qui m'ont élevé, mais je m'adresse aussi de manière globale aux parents en fait, aux parents principalement même d'Afrique en fait. Parce tu m'as dit Parce que pourquoi la question? Pour moi, il y avait le troisième couplet où je développe par exemple, tu vois, que les Africains aient plusieurs enfants, c'est pas grave. L'homme est un lion et les lions sont braves, mais par exemple que des enfants. C'est quoi le troisième couplet par exemple, si tu dois. Rappelle-nous. Je vois des Maliens, des Sénégalais faire 15 enfants par union, qu'ils aient 4 femmes, c'est pas grave. L'homme est un lion et les lions sont braves. Mais qu'aucun parent ne les aide à faire leur devoir, que les petits de la cité restent en bas jusqu'à 23h le soir, là où il y a de la violence, de la drogue, c'est grave. En plus, nous les Renois, on est le seul à avoir... On est le seul à être... Attends. En plus, nous les Renois, on est le seul à avoir des parents qui ne s'endettent jamais pour nos études supérieures. On grandit, on déshérité. Ils économisent pas pour notre permis, ne contractent pas de crédit pour te remettre les clés de ton premier appart dès ta majorité. On dit à un moment qu'on est la seule communauté à ne pas avoir de parents qui investissent en fait, qu'on fasse des études, qu'on fasse des études supérieures. Études supérieures. Voilà, il est tout frais, j'ai pas encore répété et tout, mais et à la fin, c'est un long couplet, donc. C'est vrai que je développe aussi la question des parents, des gens qui vont les défendre en disant oui, mais il y avait beaucoup d'enfants, ils travaillaient, etc. Et c'est dur ce que je dis. Je dis, dans ce cas, il fallait en faire moins. Et après, il y a aussi la question, oui, mais ils ont des grands diplômes, ils ont des petits salaires et tout. Mais je dis, ils ont eu des grands diplômes en Afrique, les diplômes sont pas valides en France. Je dis, les Chinois non plus. Tu vois, mais ils arrivent à trouver une solution et en fait, c'est une remise en question plus qu'un blâme. Et oui, c'est vrai que dans cette chanson, il y a des moments où on ressent clairement une frustration, clairement une colère. Et en la faisant, c'est vrai que je me suis pas posé la question de forcément comment elle sera perçue. J'ai fait parler mon cœur. C'est dans ce projet de Dr Sophie Saïd, j'ai fait parler mon cœur. Et c'est plutôt écoutez ce qu'il a à dire et qu'est-ce qu'on en pense après. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que vous pensez que ça peut être constructif? Est-ce que c'est un blâme juste d'un enfant énervé comme ça? La plupart des personnes qui ont écouté ce titre avant que je sorte le disque, ils avaient la chair de poule parce qu'ils ont vécu presque les mêmes choses. J'ai l'impression que c'est moi qui ai écrit le texte. En fait. Tu vois, les coups, les blâmes, comment on peut appeler ça, le désintérêt en fait des devoirs du côté éducatif sous prétexte que il travaille beaucoup et qu'il met à manger dans le frigo. Oui, on l'a accepté d'ailleurs, on l'a pas bronché, on savait ce que ça coûtait de broncher par rapport à ça. Donc on n'a pas bronché, on a grandi, on les aimait, mais faut aussi savoir dire par moment. Et là, c'est pas spécialement pour eux parce qu'on a déjà grandi, ils ont fini leur travail. Donc c'est plus une manière en fait de tirer la sonnette d'alarme pour nous qui sommes les parents de demain et pour certains des parents déjà aujourd'hui. Et justement, hier, on était un peu sur le sujet, on était sur l'éducation, parce que je sais pas si tu as vu, il y a des pour le jour de l'an, il y a des mamans en fait qui sont réunies en association, les mamans capables, pour éviter qu'il y ait des voitures brûlées dans les cités à Aulnay-sous-Bois, en tout cas pendant la nuit du Nouvel An. Et on parlait de ça justement, de l'éducation. D'ailleurs, une action comme ça, toi, t'en penses quoi? Je pense que c'est une bonne chose. Je pense pas que ce soit nécessaire pour faire la fête de brûler des poubelles, quoi.
J'arrive pas à comprendre. Bah, tu vois, moi, quand j'ai commencé le rap, je disais, arrêtez les joints dans les halls, il y a ma mère qui passe, quoi. Tu vois, c'est complètement dément de faire ça. Et les mecs, en plus, bon, là où ils pourront dire, ouais, mais lui, là, mais le mec qui fume des joints dans les halls, c'est pas dans leur hall à eux. Ils vont dans les halls d'à côté, là où ils ont le moins de potes, et c'est injuste. C'est complètement injuste de faire ça et de brûler des poubelles ou de brûler des écoles ou de brûler des trucs là où leurs propres sœurs sont susceptibles d'aller ou les enfants de leurs voisins vont. Je ne peux absolument pas cautionner, bien que j'ai vécu en cité, bien que j'ai fait toutes les conneries, enfin, une grande partie des conneries qu'un jeune de cité pouvait faire. Il y a des choses avec lesquelles je ne serais jamais d'accord. Malgré que tu les as faites. Non, il y a des trucs que j'ai jamais fait. J'ai jamais fumé de joint dans un hall. Ça m'est peut-être arrivé 1 ou 2 fois, mais quand il y avait une mère de famille, je voyais au loin une mère de famille ou un père de famille, je l'écrasais, je le cachais pas derrière moi, je l'écrasais. Comme ils le font tous. Voilà. On va s'écouter, tiens, j'aime ma psy un peu, j'aime ma psy comme un fou. Ouais. Pour voir, tu lui fais une dédicace en fait. Ouais. Il est dédié à lui, elle, je pense. À ta psy. À ma psy. Comprenez-mi, ma tchatche go, wow, wow. Comprenez-mi, je cherche mon écho, wow, wow, wow. Et comprenez-mi que chaque chico, je fais la guerre aux injustes, mon contre fout des peines. Ils ont besoin d'estime, j'ai besoin d'un peigne. Vous avez guéri mon syndrome de Stockholm, vous avez le regard froid, mais vous m'offrez la paix. Je sais à quel même on fait raclette, bébé. La foudre et les reines font les meilleurs guerriers. Y'a que sur les papiers que ces gens sont ma famille. J'ai tellement d'ennemis. Vous avez une si grande aura, vous avez sublimé la mienne. Si je suis un messie de la Torah, vous êtes la déesse du bien. J'aime un psychiatre comme un fou. J'aime un psychiatre comme un fou. Elle me veut carré, pas comme vous. J'aime un psychiatre comme un fou. J'aime un psychiatre comme un fou. Wow, wow. J'aime un psychiatre comme un fou. Elle est mariée, je m'en fous. Wow, wow. J'aime un psychiatre comme un fou. Mais comment être bon quand les vôtres sont trop durs? Certains se marraient quand j'étais enfermé dans vos salles de torture. Vous ne vouliez pas que je me tue. Vous m'avez confisqué mon briquet. Vous m'avez déconseillé Nietzsche en disant qu'il était trop compliqué. Tertio, Risperdal, inefficace pour mes crises d'angoisse. Ça me rendait trop faible. J'étais beaucoup trop docile. Cherchais une consultation avec les 4 femmes de ce polygame malien pour qu'elles m'apprennent à gérer ma jalousie. Vous avez neutralisé mon stress. Je suis le prince de la ville de David, 3e hospitalisation. J'étais chambre 113. Moi, c'est ma vie, il est violent, même s'il est touchant. Merci d'avoir été ma boussole, même si je dois la connexion spirituelle à God Bouchol. Yeah. J'aime un psychiatre comme un fou. J'aime un psychiatre comme un fou. Elle me veut carré, pas comme vous. J'aime un psychiatre comme un fou. J'aime un psychiatre comme un fou. Wow, wow. J'aime un psychiatre comme un fou. Les mariés, je m'en fous. T'aimes ta psychiatre, hein? Ah, je l'aime beaucoup, Dr Sophie. Je lui dois d'être sorti de ce milieu dans lequel des gens qui ont eu une hospitalisation un jour comme ça pour une simple dépression, bah, ils sont retournés pendant 30 ans de leur vie et ça a tout détruit, quoi. Donc moi j'en suis sorti. J'ai même ce qu'on peut appeler une évolution professionnelle par mon propre biais. Après être sorti, j'ai pris mon courage, j'ai commencé à me produire seul, alors que pendant 10 ans de ma carrière j'étais produit par des gens. J'étais un peu l'artiste en fait, comme beaucoup d'artistes, et la conception artistique généralement, même pour les rappeurs et les jeunes chanteurs d'autres horizons, qui est le côté un peu j'ai signé en maison de disque, c'est le côté cool, quoi. J'ai qu'à chanter, quoi. J'ai pas à m'occuper de comment on produit un CD, comment lire un contrat. T'étais entouré. Voilà, j'étais entouré, j'étais materné. Voilà. Donc voilà, là j'ai
Je porte toutes les casquettes. Peut-être qu'à un moment donné, je devrais m'associer à certaines personnes parce que maintenant, t'es tout seul, en fait. Ouais, tu fais complètement tout seul. Tout seul. T'écris tes bouquins tout seul. J'écris mes bouquins tout seul. Je les mets en page tout seul. Je les corrige tout seul. Mes albums, j'en finance les séances studio seul. J'écris seul. Et tu les vends tout seul. Je les vends tout seul. De la main à la main. Voilà. D'ailleurs, même là, ce soir, en arrivant, tu étais en bas de la radio et tu attendais. Des personnes qui m'avaient contacté sur Facebook qui souhaitaient récupérer le disque. Mais pendant tout ça, là, pendant toute ta descente aux enfers et puis ta relevé, là, vers qui tu t'es tourné pour trouver de l'aide quand même? Ah bah c'est ça, c'est clair que je pense qu'il y avait qu'une femme qui pouvait me sortir de là. C'est vrai qu'il y a Dr Sophie Saïd qui a été là au début des troubles, mais pendant que j'arrivais pas à trouver la solution dans mon déboire sentimental, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a arraché des crochets d'une vipère, hein, d'ailleurs, avec qui je suis resté et je suis toujours en très très bon terme pour la première fois de ma vie avec une ex. Et d'ailleurs, je lui passe une grande dédicace. Eve, elle s'appelle. Une Eve m'a tiré des crochets d'une vipère. C'est assez spécial quand même. Il faut le souligner. Mais n'importe quoi. Une Eve. Alors, on remercie Eve. Ouais, beaucoup, Eve, merci beaucoup parce que hey, non, notre petit gars, notre petit revenu. Non, franchement, ça fait plaisir de te voir là comme ça et en plus de parler de tout ça, de tout ce qui, de ce parcours là qui t'est arrivé. Aujourd'hui, t'en tires quoi de tout ça? Il y a tellement de choses, hein. J'en ai écrit 1500 pages et j'ai pas encore fait le réel bilan. Pour l'instant, je crache un peu tout ce que j'ai gardé sur le cœur. Et je pense que j'en ferai le bilan peut-être dans un an. Là, je suis encore je me bats encore pour conserver cette condition d'homme indépendant, hein, tu vois, d'homme indépendant, d'artiste indépendant, d'entrepreneur indépendant, parce que depuis le mois de septembre, j'ai une société de distribution et de production, donc je me bats, je découvre comment on déclare à l'URSSAF, je découvre plein de trucs, je découvre les mal de tête un peu, mais ce sont des bons mal de tête, quoi, voilà. Les mots de tête, oui, et les mots de tête, oui, c'est vrai. T'en as plusieurs. Ouais, T'en as plein des mots. J'utilise les mots, mais j'arrive pas à guérir encore tous les mots. Et comment on garde le moral? Comment on garde le moral? Bah, ça va, au risque de te paraître répétitif, je te dirais, c'est la connexion spirituelle, hein, parce que dorénavant. Que la connexion spirituelle. Si tu veux, elle me permet en fait de. Les amis, ils étaient tous tes amis là. Ah, j'en ai perdu énormément. Même avant cette histoire de connexion spirituelle, ça veut dire à partir du moment où j'ai eu l'étiquette psychiatrie sur le front, j'en ai perdu énormément. J'en ai perdu vraiment, vraiment beaucoup. Et les plus, ceux qui étaient de plus longue date, ceux-là, ils sont tous volatilisés. Donc je me suis fait des amis, pas tous, hein, j'en ai gardé un avec qui il y avait une coupure et qui est de retour dans ma vie depuis quelques temps, et c'est sans le moindre intérêt, et on se rappelle à l'époque où on riait à gorge déployée. Mais justement, ça te manque pas toute cette période où il y avait des étoiles, ça brillait, t'avais une équipe, tu passais partout, on disait Despo, quand Despo, enfin c'était la star, quoi. Ah, forcément, parce que si tu veux, le moment où ça s'est produit, j'étais l'homme le plus fier du monde, parce qu'on a réussi à faire tout ça sans maison de disque. On était deux, moi et Coco, soldats sans grade, on a réussi à faire des trucs, les mecs ils croyaient qu'on était, mais vous êtes pas en maison de disque. J'ai dit mais non, c'est nous. Et Coco il a une Laguna, on roule très vite avec, mais tu vois, on arrive aux mêmes endroits que vous, avec des meilleurs clips, avec des trucs, parce que c'est nous qui avons par exemple imposé en fait un homme comme Chris Macari dans le paysage audiovisuel rap français, quoi. Les gens au début, bah Chris Macari qui voilà, fait les clips de Booba aujourd'hui principalement. Et mais justement toute cette période là. Aujourd'hui, quand t'es là tout seul à attendre devant une radio, à attendre deux personnes qui viennent t'acheter tes disques de main à main, et cette période où les disques étaient vendus dans les bacs à la Fnac et compagnie, il y a un monde, c'est clair. Il y a carrément un monde. Il y a un super gros fossé. C'est vrai que après, c'est vrai qu'il faut, grâce à des choses que j'ai modifiées dans ma spiritualité. J'estime que je n'ai plus le droit de rester longtemps dans des lamentations et dans des regrets. Mais j'ai un cœur, et quand je repense à ce qu'on a réussi à faire pendant 8 ans, quand même, il faut le souligner, on n'était pas en maison de disque, on s'est battu, et pendant 8 ans, j'ai été fidèle
à Soldat sans grade, Coco, et on a fait de très grandes choses. Et quand ça s'est arrêté, c'est vrai que je pense que lui, et comme moi, on a eu une grande blessure au niveau du cœur, au niveau de l'âme. Et aujourd'hui, j'ai appris par un ami en commun que il était cool là-dessus, quoi. Il était plus en colère. Moi, je le suis plus depuis un bon moment. J'ai relativisé et lui est passé à autre chose. Moi, je continue différemment. Ça veut dire que j'ai pas été me jeter dans les bras d'un autre producteur. Bah, j'ai décidé de me prendre en main tout seul. Et aujourd'hui, bah voilà, comme je t'ai expliqué, je reste plus dans les lamentations longtemps. Ça veut dire la moindre contrariété, elle reste même pas une minute, quoi. Elle est réglée de suite. Voilà. Donc le pardon aussi. Ah oui, le pardon, forcément pour pouvoir tourner la page, surtout sur des gens qu'on a toujours aimés, parce que des fois on peut se brouillonner avec des gens qu'on aime et qu'on aimera toujours pour des questions de divergence qui ne sont en réalité même pas vraiment déterminantes, mais dans une période bien précise, tu avais besoin de quelque chose, cette personne-là te la donnait pas, bah tu brouilles et tu casses la relation. Et quand tu prends du recul, tu dis peut-être que oui, c'était nécessaire de prendre cette décision à ce moment-là, mais cette personne-là, je l'aimerais jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Donc, bah tiens. Qualifié d'animiste venu d'ailleurs, Israël vaincra. Où c'est ta mère que je suis, où je pense parce que je suis. Animite Taher, Yalda. Le ventre arrondi de ta mère fut ton bouclier de chair. La vie n'a pas de prix, je sais, mais vu que les femmes et les hommes finissent par mourir, donner la vie, c'est tuer à petit feu. Une naissance n'est par conséquence que le début d'un triste décès. Élevé par l'homme invisible et une femme commerçante absente très tôt. Mes espoirs d'être dans leurs quatre bras se brisèrent. Oui, on est pour mourir, donner la vie dans un monde si malsain est une responsabilité d'une hauteur qu'aucun humain n'atteindra jamais, même avec les plus hautes piles de fric, ni les plus hautes échelles. J'ai élevé 3 filles, j'étais ado, et c'est sûrement ma plus grande fierté, quand ma plus cruelle attaque commando. Je sais changer les couches. Quand je m'occupais des jumelles lors de leur crise de larmes avant la sieste, j'ai dû faire une croix sur une carrière à la Diego Armando. J'avais la patience qu'à la terre pour ensevelir le corps d'un futur centenaire qui vient de naître quand Béatrice rejetait son lait sur mes plus beaux manteaux. J'aurais tellement voulu te faire ton rôle dans mon dos. Où est ma fille? Je ne la vois pas, on me l'a fait dans mon dos. Je ne m'engage que jusqu'au bout, les coupes se brisent tous les jours. Je tuerais, mourrais par amour, les bras en croix, je t'ai serré fort, c'était mes clous. La première fois que je t'ai vu, c'était sur les photos du Facebook de ta maman dans ses bras. Dans les bras de ta mamie Michel, tonton Karim, tonton Jaloud. Mort dans l'âme devant mon écran, j'encaisse la loose. Joe avait beau me dire sois content, elle a l'air heureuse, j'étais quand même jaloux. Je suis parti, te ramener le paradis. Soigne tes larmes de ce mouchoir narratif. Je suis parti, cueillir le paradis. Agneau tes votards, wow, wow, wow. Pourquoi papa est malade? Il pleure dans tous ses chants. Pourquoi papa est malade? Parce que l'homme est méchant. Ils l'ont puni dans une chambre. Un week-end, j'avais ta garde, je t'ai aperçu te diriger avec le pas de la lionne des cités militaires. T'as été suivi par 5 filles de ton âge en file indienne dans la pièce. Tu as le sang d'un leader, billets de banque, de jeux de société, cuisine et bébé en plastique. Ce qui différencie l'enfant de l'adulte, c'est la taille de ses jouets. T'es le bateau sur l'océan de mes larmes, je repousse les rivages. Je vais pleurer à vie pour ne jamais te voir échouer. Ne dis jamais putain, bordel ni connasse. J'irai pas fêter la journée de la femme. Sois chef d'orchestre, jamais la danseuse. T'as battu 1 million de spermatozoïdes à la course. You the best, t'as le droit d'être prétentieuse. Dis-moi Yalda, t'es venu au monde, tes parents étaient séparés, mais le temps apprend-il à l'homme et à la femme à s'aimer. Tes copines ont vécu 15 ans avec père et mère sous leur toit avant un divorce. Dis-moi, qu'est-ce qui est mieux? Oui, je les vois, mes potes. Je vois leur couple foudroyé comme Marc-Vivien foué parce qu'une pomme est dans le panier. Certains d'entre eux ne verront leur fils qu'un week-end sur 2 après la sanction du juge des familles. Ça m'effraie, je peux pas le nier. Je les imagine quand ils se retrouvent seuls, cognés le mur.
mur, les poings pleins de sang jusqu'à la fracture du poignet. Du coup je dis aux femmes, coupe-toi les ongles avant de toucher la capote au risque de paraître grincheux. Du coup je leur dis, coupe-toi les ongles avant de toucher à la capote là. Oh, tu crois que la vie c'est un jeu? J'aimais ni l'école ni la cité, mais j'ai obtenu mes diplômes du brevet de secouriste au bac électricité. Je suis pas un rappeur, je suis le rappeur. Moi et ma folie, on les tasse. That is the greatest rapper of all the times. Yeah, je préférais jamais mes hippies à mes teufs. You gonna be my baby to the death. Ya, ça t'a fait tout, va pleurer. Tu vas te faire un bisou? Ah, ça va. Je suis parti, te ramener le paradis. Soigne tes larmes de ce mouchoir narratif. Je suis parti, cueillir le paradis. Agneau Devotar, wow, wow, wow. Pourquoi papa est malade? Il pleure dans tous ses chants. Pourquoi papa est malade? Parce que l'homme est méchant. Ils l'ont puni dans une chambre. Ne laisse aucun homme t'acheter, paye tes repos, resto, t'es pas une mienne t'acheter. Depuis tout petit, papa mitraillait l'état. Où c'est ta mère que je suis, où je pense parce que je suis. Animitstaer, Yalta. Tu es ce cœur que ta mère a volé à la Ah, c'est vrai, il est très 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 joli ce titre. Il est très dur aussi pour moi, il me met des frictions bizarres. Il émeut. Ouais, il est dur. Il est profond. Ouais, il est dur. Mais voilà, je pense que je me suis adressé à elle comme à une grande personne. Elle vient d'avoir 11 ans. Je me suis adressé à elle comme une grande personne avec beaucoup de respect et beaucoup de considération d'égal à égal. Hein. C'était pas, je me suis pas adressé à elle comme oui, tu veux ton doudou, un truc comme ça. Non, j'ai parlé à elle comme si je parlais à une personne de 30 ans. Quoi. Et tu lui disais donc dans cette chanson, je lui explique beaucoup de choses qui sont produites que j'ai pas pu lui expliquer quand elle était toute petite, quand je la gardais. Depuis un moment, je ne la vois plus. C'est un choix personnel. C'est un peu une chose que j'explique à la fin du morceau. Donc voilà, je lui explique un peu cette espèce de difficulté pour moi d'avoir reproduit un schéma familial chaotique que j'ai vécu moi. En fait, de monoparental. J'explique que c'est compliqué et après bon, je peux pas dire qu'il y a des bonnes choses à en tirer. Hein. C'est forcément négatif dans la forme et dans le fond. Et après voilà, c'est un album qu'elle devra écouter à ses 15 ou 16 ans quand elle aura un âge de comprendre la plupart des choses et elle comprendra que voilà, on peut venir de très loin. C'est pour ça qu'il est aussi dans ce projet Dr Soufi Saïd qui explique en fait le gars qui vient qui sort de l'enfer quoi, qui s'est échappé de l'enfer et donc il y a des situations des conditions très très difficiles et si on se bat, si on a une foi, une conviction ferme, profonde en la vie, en soi, on y arrive. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir, pour demain, pour tout à l'heure, pour après-demain, pour l'année prochaine? Une longue vie et la santé, une longue vie et le sourire, de garder le sourire. Je l'ai depuis 1 an et demi. Il ne quitte plus mon visage. Donc ça faisait très longtemps que j'avais pas été comme ça. Et faut me souhaiter de garder tout ça, la santé, le sourire, la créativité, hein, que les créateurs continuent à me chuchoter des trucs à l'oreille. Et voilà, je serai heureux. Voilà. Tu l'es déjà? Je suis heureux. Voilà. Et je resterai heureux. Je le serai même encore plus. Voilà. J'ai d'autres choses à accomplir et pour l'instant je suis très très satisfait de ce que j'ai déjà accompli et le temps de passer à d'autres objectifs et de les mettre en marche. Je suis super content de ce que j'ai aujourd'hui et de la vie, d'être en vie aussi, de pouvoir sourire, de pouvoir être avec la grande Fatou Birama en face de moi. Donc voilà, je suis très très content. Pour moi, c'est aussi quelque chose qui a beaucoup de sens parce que tu vois, je te dépose mon livre et j'avais lu le tien
Négresse, je crois en 2006. 2006, ouais, l'année où j'ai sorti mon premier disque. C'est assez drôle. Et donc voilà, hein, j'en ai un aussi aujourd'hui. Bah, je vais le dire et je t'en donnerai des nouvelles. Voilà, tu me diras si j'écris bien, si j'écris pas bien, tu me grifferas. En tout cas, moi je suis très heureuse d'Espo Ruti. Oui. De te savoir en forme et heureux et d'être retour parmi nous, les vivants. Longue vie à toi. Merci beaucoup. Despo. Alors l'album de Despo Ruti, Dr Sophie Saïd, ce docteur qui nous a sauvé la vie de Despo Ruti. Merci à toi Despo d'être passé ce soir à la radio Africa numéro 1. C'était une spéciale ce soir, c'était particulièrement pour toi. Merci pour beaucoup. te dire bienvenue. Merci. Bienvenue parmi nous et reste parmi nous, c'est fini maintenant toutes tes conneries là, tu restes parmi nous. Chers amis, on se retrouve demain, même heure, même endroit. D'ici là, vous restez tels que vous êtes, n'est-ce pas, hein, fiers, forts et dignes, parce que Black is beautiful. Ce soir, c'était une spéciale Despo Ruti, c'est notre frère, notre cousin, notre petit frère, notre papa qui est là et qui est revenu parmi nous et on est bien content de le retrouver parmi nous. Il va continuer de nous faire encore plein de chansons, plein d'albums, plein de créativité, plein de bouquins, plein et encore plein de réflexions parce que c'est un penseur ce jeune homme. Je souhaite de passer une douce nuit, une agréable soirée. Merci à toi Valentin ce soir d'avoir été si silencieux parce que même les auditeurs ont été si silencieux parce qu'en fait ils étaient très à l'écoute et c'était très... Il y avait beaucoup à apprendre en fait. Mais il y avait beaucoup à écouter, à entendre et franchement merci. Merci à vous tous, merci à toi Valentin, merci à toi Despo. Fatou, merci à vous les auditeurs d'avoir été attentifs et Bonne soirée, douce longue nuit, vie à vous. doux rêve, salut Fanny. Tu vas où Fatou, présenté par Fatou Birama sur Africa numéro 1.